Ok, bonjour à tous. Alors pour continuer donc le cours sur la réaction redox, on a vu précédemment la pondération des équations ioniques redox avec toute une procédure que je vous invite à revoir. Pour continuer le cours ici, donc je vais faire une pondération cette fois-ci non pas des équations ioniques mais des équations redox moléculaires. Alors vous avez deux petites vidéos sur le sujet. Donc voici la première vidéo. L'objectif est donc de vous montrer comment résoudre ce genre d'exercice, qui est par exemple donc la pondération en milieu acide. Milieu acide signifie donc qu'il y aura sans doute des protons qui devront être ajoutés lors d'une éventuelle pondération de charge. En connaissant quoi, les réactifs et les produits, alors non pas cette fois-ci sous forme ionique, mais sous forme moléculaire. Alors par exemple, vous auriez ce genre d'exercice. Pondérer l'équation de la réaction redox suivante, on sait juste que ça se produit entre du sulfate de fer 2 et du permanganate de potassium. Et on est donc en milieu acide, et le milieu acide qui est généré ici par de l'acide sulfurique. Donc vous avez initialement l'équation moléculaire, et l'objectif en fait est de pondérer cette équation. Alors ça va se faire en 5 étapes, et cette petite vidéo va vous montrer les 3 premières étapes, et puis ensuite vous aurez les 2 étapes restantes sur une deuxième vidéo. Alors la première chose à faire, c'est donc de transformer l'équation moléculaire en une équation ionique. Alors comment savoir ce qui se transforme sous forme d'ion et ce qui ne se transforme pas sous forme d'ion? Eh bien, c'est la distinction à faire entre les électrolytes forts et les électrolytes faibles. Les électrolytes forts, ben, c'est toujours les sels, et ce sont les espèces fortes comme les acides et les bases fortes. Dans le cas présent, ben, on aura surtout des acides forts. Alors les sels et les acides forts, il faudra bien sûr les ioniser, et tout ce qui est électrolyte faible ne sera pas à ioniser. Ben, c'est le cas notamment par exemple de l'eau, ou des oxydes métalliques ou non métalliques. Voilà, donc ça c'est la première étape, de transformer tout en équation ionique. Alors comment faire? J'ai initialement donc cette équation, j'observe d'abord à quoi j'ai affaire. Donc j'ai d'abord quoi ici? J'ai tout un tas de MXO, j'ai un HXO et j'ai de l'eau. Hein, ce qui veut dire que là j'ai quand même pas mal de sel, j'ai un acide fort et j'ai de l'eau. Alors sous forme ionique, qu'est-ce que ça va donner? Le FeSO4 va sous forme ionique se retrouver en Fe2+, et SO4 Je rappelle brièvement pourquoi c'est du Fe2+, et pas par exemple du Fe3+. Vous savez que le sulfate a la valence 2, et si il n'y a pas d'indice en dessous de l'atome de fer, ça veut dire qu'il a la même valence que le sulfate, c'est-à-dire la valence 2. Donc il est deux fois positif. Ensuite, vous ionisez l'ensemble. Le seul aimant que vous ne pouvez pas ioniser ici, c'est l'eau. Petite remarque quand même sur le Fe2SO4 3 du côté des produits. Je vous rappelle que pour savoir la valence notamment du fer dans ce cas-ci, vous savez que l'indice du SO4 est en 3 et que lorsqu'on avait dû créer la molécule, on a dû croiser les valences. Ça signifie que si le 3 est du côté du sulfate, c'est que la valence du fer est 3, ce qui justifie pourquoi il est Fe3+, sous forme ionique. Et puis après, bien sûr, l'indice 2 signifie qu'il y en a 2, donc c'est 2 Fe3+. Okay. Alors une fois que vous avez ionisé ce qui est ionisable, on passe à la deuxième étape qui consiste à supprimer, mais quels que soient les coefficients, les ions et les molécules qui se trouvent de part et d'autre, donc des deux côtés de la flèche. Donc si vous observez là au-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a du sulfate, autant à gauche qu'à droite, on les supprime. On a du potassium, hein, du K+, ça se supprime. Okay. Alors ces éléments-là qui ne vont en fait pas participer et dont on ne va absolument pas tenir compte, c'est ce qu'on appelle les ions spectateurs. Alors une fois que je les ai supprimés, ben, je me retrouve avec une équation qui est assez simplifiée, qui est la suivante: Fe2+, plus MnO4- plus 2H+, donne 2Fe3+, plus Mn2+, plus H2O. Alors ensuite, qu'est-ce que je fais? Je dois indiquer les nombres d'oxydation ou étages d'oxydation en dessous de chacun des éléments. Et puis ensuite, je vais repérer l'oxydation et la réduction, et enfin écrire ces deux équations. Alors je vous rappelle quand même, ça peut être utile ce qu'est un nombre d'oxydation. Donc c'est quoi? C'est une charge, qu'elle soit réelle ou fictive, qui est attribuée à un élément. Hein, ça veut dire soit une charge réelle, c'est une charge comme un ion. Par exemple, dans le cas du Fe2+, ben, l'ion, sa charge est +2. Et fictive, c'est davantage en fait sous forme de charge partielle.
qu'un élément peut avoir au sein, par exemple, d'un ion polyatomique ou au sein d'une molécule. Simplement rappeler une chose, c'est que la somme des nombres d'oxydation des éléments qui constituent une molécule, la somme vaut 0, hein, c'est par définition la molécule est neutre, et dans le cas d'un ion polyatomique, eh bien, la somme des nombres d'oxydation des éléments doivent justifier la charge de cet ion. Donc dans le cas par exemple du Fe2+, ben, la charge de l'ion c'est 2+, donc son nombre d'oxydation du fer c'est plus 2. Dans le cas du MnO4-, il y avait un petit travail pas très compliqué à faire pour trouver les nombres d'oxydation. Premier élément, on reconnaît que c'est un ion polyatomique, donc la somme doit valoir la charge, c'est-à-dire ici moins 1. On ne connaît pas le nombre d'oxydation du manganèse faisant partie des petites colonnes, mais par contre on connaît le nombre d'oxydation de l'oxygène, qui vaut moins 2. Puisque la somme doit valoir moins 1, j'ai le nombre d'oxydation du manganèse plus 4 fois l'élément à l'étage d'oxydation moins 2, et la somme doit valoir moins 1. Donc j'en déduis que le nombre d'oxydation du manganèse vaut plus 7. Ainsi, je peux donc identifier les nombres d'oxydation de chacun des éléments constitutifs de l'équation réduite ci-dessus. Alors je rappelle ensuite que pour pouvoir identifier l'oxydation de la réduction, savoir qu'un élément subit une oxydation s'il y a une augmentation de son nombre d'oxydation. Et dans le cas contraire, on parle d'une réduction s'il y a une diminution de son nombre d'oxydation. Donc si vous observez ici l'évolution des nombres d'oxydation, vous voyez par exemple que le fer passe de plus 2 à plus 3, il y a eu donc une augmentation de son nombre d'oxydation, c'est donc une oxydation. Et pour le manganèse, il y a une réduction de son nombre d'oxydation. Vous pouvez observer les autres éléments constitutifs de cette équation, vous verrez qu'ils ne changent pas. L'oxygène est à moins 2 et l'hydrogène est à plus 1. Enfin, il vous suffit d'écrire les deux équations. Alors d'abord l'équation d'oxydation, où on a du côté des réactifs et du côté des produits, on a les électrons. Et dans le cas de la réduction, les électrons sont du côté des réactifs. C'est logique, dans l'oxydation, je vous rappelle qu'il y avait une perte de quelque chose, ce sont ces électrons qui sont produits. Donc, on repère les éléments qui sont impliqués dans l'oxydation. J'ai le Fe2+, et le Fe3+, et pour que ça soit cohérent, eh bien, le Fe2+, devient Fe3+, en ayant perdu un électron. Donc là, c'est à vous à identifier cette production de un électron. Et dans le cas de ma réduction, c'est le MnO4- et le Mn2+, qui sont impliqués. MnO4- va donc capturer 5 électrons pour donner du Mn2+. Alors pourquoi 5 électrons? Parce que ce que l'on suit ici, c'est le manganèse, et comme le manganèse est à plus 7 et qu'il va passer à un état du côté des produits à plus 2, c'est donc qu'il a eu une capture de 5 électrons. Voilà, donc je vous invite à regarder la deuxième vidéo pour avoir la suite de la procédure.